Bonjour à tous, je suis Karine Aflalo et je vais animer avec ma collègue Marianne Deniau ce webinaire. Alors notre exposé va durer 1 heure et nous aurons ensuite 15 minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez nous poser à partir du chat intégré. Je vous signale que sur le menu, dans Documents à distribuer, vous avez le PDF de notre PowerPoint. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler d'une des facettes de la réforme des ordonnances Macron qui a frappé les instances représentatives du personnel en septembre 2017 et qui doit être mise en place d'ici la fin de l'année dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés. Je parle ici du comité social et économique. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur l'impact de cette réforme sur les heures de délégation des nouveaux élus. Alors, il faut savoir que la mise en place d'un comité social et économique en lieu et place des délégués du personnel et du comité d'entreprise n'a absolument rien enlevé au principe même des heures de délégation. Pour autant, la réforme doit conduire à la fois les élus comme les responsables des ressources humaines à adopter un certain nombre de nouveaux réflexes concernant ces heures. Il est vraiment essentiel pour vous qui nous écoutez de connaître l'ensemble des nouvelles règles en la matière et d'en faire usage au mieux des possibilités qui vous sont offertes. Donc l'objectif pour nous, c'est de faire un point sur le nombre d'heures, bien sûr, dont les élus vont disposer à l'avenir, sur les nouvelles caractéristiques spécifiques de ces heures, sur l'usage que les élus ont le droit d'en faire, sur les justifications que l'employeur peut exiger des élus, et enfin, évidemment, le nerf de la guerre, sur le paiement de ces heures. Alors, j'apporte une précision qui est extrêmement importante. Il faut savoir que les règles que nous allons vous indiquer sont celles qui sont prévues par le Code du travail. Et beaucoup de choses peuvent en réalité changer en cas d'accord. Voilà. Sachant qu'en matière de CSE, le souhait de la réforme a justement été de rendre tout négociable, ou presque, pour permettre la mise en place de véritables CSE sur mesure dans les entreprises. Donc, je vais démarrer par une première question qui est combien d'heures de délégation par mois, de combien d'heures de délégation par mois, vont disposer les élus CSE titulaires, puisque les suppléants n'ont toujours pas d'heures qui leur sont spécifiquement attribuées. Alors, le nombre d'heures de délégation propre à chaque membre élu titulaire du CSE dépend en réalité du nombre d'élus, qui dépend lui-même du nombre de salariés présents dans l'entreprise ou l'établissement. Alors, pour y voir clair, je vous propose de regarder un extrait du tableau qui se trouve dans le Code du travail et auquel il faut se référer. Alors, nous n'avons pas ici le tableau dans son intégralité puisqu'il est assez long. Il faut savoir qu'il débute avec les entreprises qui ont un effectif compris entre 11 et 24 salariés et qu'il se termine avec les entreprises qui ont plus de 10 000 salariés. Voilà, donc nous, on a fait un petit peu plus court. Alors, dans cette fourchette que je viens d'évoquer, eh bien, le nombre d'élus va varier entre 1 et 35 selon la tranche d'effectifs, avec un crédit mensuel d'heures de délégation par élu qui va de 10 heures à 34 heures. Alors, si quelqu'un se demande pourquoi le tableau démarre à 11 salariés, eh bien, c'est parce que c'est à partir de ce seuil d'effectif qu'une entreprise doit avoir un CSE. Alors, en regardant ce tableau, vous vous posez peut-être une question, est-ce que les élus sont gagnants ou perdants concernant les heures de délégation dont il faut disposer dans le cadre d'un CSE? Alors clairement, la tendance est globalement à la baisse, comme on peut le voir sur le tableau, puisque ce tableau compare les chiffres de la réforme avec les chiffres pour une entreprise qui serait dotée de délégués du personnel, d'un comité d'entreprise et d'un CHSCT, ou bien pour une entreprise qui serait dotée d'une délégation unique du personnel avec un CHSCT.
Alors, même si on vous a fait un tableau qui vous présente les différentes colonnes de chiffres, on se rend compte que la comparaison n'est pas toujours évidente pour pouvoir déterminer si les élus vont avoir plus ou moins d'heures de délégation. Si on s'intéresse par exemple à une entreprise de 100 salariés, eh bien on constate que les élus du CSE sont 6 et qu'ils ont 126 heures de délégation à se partager chaque mois. Alors que dans une entreprise de taille équivalente, qui était dotée d'un CE, d'EDP et d'un CHSCT, on avait un total mensuel d'heures de délégation qui était nettement plus élevé, puisqu'il était de 175 heures. Mais il fallait répartir ce nombre d'heures entre 12 élus et non plus 6 comme aujourd'hui. Donc cela veut dire finalement que dans ce contexte, chaque élu, chaque nouvel élu du CSE pris individuellement a plus d'heures que dans l'ancien système. Voilà. Si on compare avec une délégation unique du personnel, bon là, c'est beaucoup plus simple puisque finalement les chiffres sont identiques pour cette taille d'entreprise. Alors maintenant, il faut faire attention à une chose, il faut savoir que le nombre d'heures qui s'affiche à l'écran à titre individuel n'est pas forcément celui dont les élus disposeront en réalité. Voilà, ils vont pouvoir, dans certaines circonstances, disposer d'un nombre d'heures qui sera supérieur ou inférieur à ce chiffre prévu par le Code du travail. Voilà, puisque la réforme a effectivement prévu des possibilités de négociation dans ce domaine dans le cadre du protocole d'accord préélectoral qui est négocié avant les élections entre l'employeur et les organisations syndicales. Et justement, l'une des grandes innovations de la réforme a été de rendre modulable le nombre de sièges attribués aux membres du CSE ainsi que le volume de leurs heures de délégation, avec une condition très très importante, c'est qu'il faut toujours respecter le volume total des heures de délégation accordées à minima par le Code du travail à chaque collège selon l'effectif de l'entreprise. Alors, comme ce n'est pas forcément simple à comprendre, je vous propose d'envisager les 3 principales hypothèses qui vont finalement être susceptibles de se présenter. Première hypothèse, notre protocole négocie un nombre d'élus inférieur à celui du Code du travail. Il peut parfaitement le faire à partir du moment où les élus disposent chacun d'un nombre individuel d'heures de délégation plus important que le minimum légal. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut que le volume global des heures de délégation ne soit pas inférieur au volume global fixé par le Code. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous y voyez plus clair. Si on imagine une entreprise de 70 salariés, selon le Code du travail, son CSE doit en principe compter 4 élus titulaires, dotés chacun de 18 heures de délégation. Donc, ça nous fait 72 heures au total. Si le protocole réduit le nombre d'élus titulaires à 3, eh bien chacun devra avoir droit à minimum 24 heures de délégation pour rester dans cette enveloppe globale de 72 heures. Voilà. Donc, dans ce cas, effectivement, le nombre d'heures de délégation sera en hausse, mais les élus auront aussi plus de charges sur les épaules puisqu'ils seront moins nombreux. Deuxième hypothèse, cette fois, notre protocole augmente le nombre de membres, mais en contrepartie, il diminue leur nombre d'heures de délégation prises individuellement. Là aussi, c'est possible à partir du moment, encore une fois, où le volume global d'heures de délégation reste identique à celui exigé par le Code. Donc, toujours dans mon entreprise, enfin identique, pardon, ou supérieur, hein, évidemment. Là, on est dans un volume plancher. Alors, toujours dans mon entreprise de 70 salariés, eh bien, ça signifie que le protocole peut, par exemple, porter le nombre d'élus titulaires à 6. Et dans ce cas, chacun devra avoir droit à minimum 12 heures de délégation. Donc, on est ici toujours dans nos 72 heures au total. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, eh bien, les élus auront moins d'heures de délégation, mais en contrepartie, ils seront plus nombreux pour accomplir leur mission. Voilà. Donc, après, tout ça, c'est des questions qui s'apprécient en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.
Et puis, je vais vous parler d'une troisième hypothèse. Eh bien, on imagine cette fois-ci que le protocole garde le nombre minimum d'élus prévu par le code et qu'il augmente néanmoins le volume global d'heures de délégation des élus, puisque ici, je vous le disais, il ne s'agit que d'un volume plancher. Eh bien, cette hypothèse qui est assez favorable, on peut le dire, est parfaitement possible là aussi si les partenaires sociaux arrivent à se mettre d'accord, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, tout va être ici affaire de négociation. Alors, en dehors d'une négociation dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, il faut savoir qu'un accord de branche ou d'entreprise peut aussi parfaitement prévoir un nombre d'heures de délégation plus élevé. Voilà, c'était quelque chose qui existait déjà auparavant. Alors, attention à une chose, si vous aviez déjà un tel accord dans votre entreprise, qui donc avait été conclu dans le cadre du précédent mécanisme, c'est-à-dire comité d'entreprise, délégué du personnel, CHSCT, il faut savoir que cet accord sera obsolète avec la mise en place de votre premier CSE. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que si vous souhaitez négocier de nouveau un tel type d'accord et donc que vous ne passez pas par le protocole d'accord préélectoral, ben, il faudra négocier un nouvel accord. Et s'il s'agissait ici d'un engagement unilatéral de l'employeur, qui donc avait choisi de lui-même d'accorder un tel avantage, eh bien, la question de la légitimité de cet engagement unilatéral n'a pas été clairement tranchée par le ministère du Travail, mais enfin, à notre sens, il sera clairement préférable de rédiger un nouvel engagement spécifique lié au CSE. Évidemment, si l'employeur accepte de maintenir cet avantage, puisqu'ici on était dans le contexte d'un engagement unilatéral. Alors maintenant qu'on a évoqué le nombre d'heures dont disposent les membres du CSE, il est important de souligner que ce nombre d'heures peut être dépassé dans des circonstances exceptionnelles. Voilà. C'était d'ailleurs déjà le cas dans le cadre du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Toujours, on se retrouve ici toujours dans la même situation qu'auparavant, c'est-à-dire on a des textes de loi qui prévoient ce dépassement, mais qui ne définissent pas pour autant ce que ces circonstances exceptionnelles recouvrent. Donc encore une fois, eh bien, on doit ici faire appel au bon sens et aux décisions de jurisprudence qui avaient été prises dans le cadre des anciennes instances représentatives, en attendant bien sûr que de nouvelles décisions soient prises dans le futur concernant le CSE. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en pratique? Eh bien, en pratique, l'événement qui va justifier ce dépassement va devoir être important et inhabituel. Alors, en guise d'exemple qui concernait les anciennes instances, on peut en donner quelques-uns. On avait, par exemple, le cas de figure d'un dépassement de crédit pour 2 membres d'un comité d'entreprise qui étaient restés en fonction après la démission collective des autres élus. Donc là, on comprend bien que ils avaient beaucoup plus de charges sur les épaules. On a aussi l'exemple d'un projet important de restructuration dans l'entreprise qui, du coup, avait nécessité des réunions préparatoires des membres du comité d'entreprise, des réunions avec le personnel, une étude de projet. Donc, tout ça avait impliqué un certain nombre d'heures de délégation plus important. Et puis, on peut aussi citer un dernier exemple où là, on était dans le contexte d'un conflit collectif qui s'était prolongé dans l'entreprise sur plusieurs mois et qui, là aussi, avait impliqué un dépassement des heures de délégation. Alors, si notre élu dépasse son crédit d'heures de délégation, eh bien, l'employeur est parfaitement en droit de lui demander de justifier l'existence des circonstances exceptionnelles. Voilà. Et il peut lui demander donc de prouver que les heures en cause ont bien été utilisées en conformité avec son mandat. Voilà. Si notre élu ne parvient pas à
à justifier ce dépassement, eh bien l'employeur pourra alors refuser de lui rémunérer les heures correspondantes. Voilà. En fait, ça aura concrètement pour conséquence eh bien, une retenue sur salaire immédiate ou bien une retenue ultérieure si les heures ont déjà été payées. Voilà. Alors, le nombre d'heures de délégation n'est pas la seule chose à connaître, loin de là, je vous le disais en introduction. Il faut aussi avoir à l'esprit les nouvelles caractéristiques spécifiques de ces heures de délégation. Et première nouveauté, eh bien, l'utilisation de ces heures ne s'apprécie plus forcément sur le mois. Un élu CSE va pouvoir désormais utiliser ses heures de délégation sur une durée supérieure à un mois. Alors ici, on parle d'annualisation des heures de délégation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'un élu pourra utiliser son crédit d'heures cumulativement d'un mois sur l'autre dans la limite de 12 mois, avec tout de même un frein important, à savoir qu'un membre du CSE ne peut pas disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heure de délégation dont il bénéficie habituellement. Alors, qu'est-ce que ça signifie si on prend un exemple concret? Eh bien, ça signifie qu'un élu qui a 10 heures de délégation par mois peut utiliser 15 heures un mois et 5 heures le mois suivant. Par contre, le frein qui a été posé par la loi implique qu'il ne pourra absolument pas disposer de 20 heures un mois et d'aucune heure le mois suivant, puisque finalement, ça reviendra à doubler son crédit mensuel sur le premier mois, ce qui est interdit, puisque la limite, c'est une fois et demie. Voilà. Donc ici, certains d'entre vous connaissent déjà peut-être ces règles, puisqu'en fait, c'est une reprise des règles qui étaient uniquement applicables pour les membres d'une délégation unique du personnel. Alors ici, attention, si l'élu décide de dépasser son quota d'heures de délégation dans le mois, il doit informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ces fameuses heures cumulées. Voilà. Ici, il n'y a pas d'exigence d'écrit, donc ça peut simplement être une information orale. Et puis, je passe à une deuxième nouveauté. Les membres titulaires du CSE peuvent aussi se répartir chaque mois entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures dont ils disposent. Voilà, c'était déjà quelque chose qui existait dans le cadre d'une délégation unique du personnel. Alors ici, on parle de mutualisation des heures de délégation. Là aussi, la même limite que celle que je viens d'évoquer juste avant. Cette flexibilité ne peut pas amener un élu à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heure dont bénéficie un membre titulaire. Voilà. Là aussi, l'élu ne doit pas oublier d'informer l'employeur dans les mêmes délais que précédemment évoqués, avec cette fois une exigence supplémentaire. Il doit le faire par écrit. Voilà. Donc finalement, ça veut dire que dans ce contexte, un suppléant pourra bénéficier de quelques heures de délégation alors qu'il n'en a en principe aucune. Et il faut savoir que le ministère du Travail a indiqué que ce mécanisme pouvait être aussi employé par les élus pour attribuer quelques-unes de leurs heures de délégation aux représentants de proximité s'il y en a dans votre entreprise ou votre établissement. Voilà. Alors, sur les caractéristiques des heures de délégation, je terminerai avec quelques caractéristiques qui sont spécifiques à certains salariés. La première concerne les salariés en forfait jour. Voilà, il faut savoir que lorsque le temps de travail d'un élu est décompté en jours et non pas en heures, puisqu'il a signé une convention de forfait, eh bien, cela va signifier pour ce salarié que son crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui se déduisent du nombre de jours travaillés fixé dans sa convention de forfait. Voilà. Sachant qu'une demi-journée correspond à 4 heures de mandat selon les textes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si le crédit d'heure ou la fraction restante est inférieure à 4 heures? Eh bien, dans ce cas-là, le représentant disposera d'une demi-journée complète qui viendra en déduction du nombre annuel de ses jours travaillés.
Ici, je le précise parce que c'est indiqué dans le texte, un accord collectif peut venir poser d'autres règles en la matière. Alors, une autre caractéristique qui concerne cette fois-ci les élus qui occupent un poste à temps partiel. Déjà, il y a une chose importante à savoir, ou en tout cas à se remémorer, un salarié à temps plein ou à temps partiel dispose du même nombre d'heures de délégation en tant qu'élu. Ça signifie en pratique qu'un salarié à temps partiel ne va pas voir son nombre d'heures de délégation réduit au prorata de son temps de travail. Mais pour autant, comme son temps de travail sur le mois ne peut pas être diminué de plus d'un tiers par l'utilisation de son crédit d'heure, c'est ce que nous dit la loi, eh bien, dans certaines circonstances, pour quelqu'un qui a un petit temps partiel, eh bien, cela veut dire que certaines heures de délégation devront parfois être utilisées en dehors du temps de travail. Et puis, j'évoquerai une dernière caractéristique qui concerne les salariés qui vont être élus membres d'un CSE en cours de mois, ce qui, je pense, arrivera assez souvent. Eh bien, dans ce contexte particulier, les élus ont tout de même droit à l'intégralité du crédit d'heure pour le mois concerné. Petit bémol, imaginons quelqu'un qui est élu membre du CSE et qui, avant cette élection, avait déjà un mandat de représentant du personnel. Eh bien, sur ce mois particulier, ce mois des élections, il ne va pas pouvoir cumuler ses heures en tant qu'ancien élu CE ou élu DP et nouvel élu CSE. Voilà, hein. Ce sera uniquement un seul volume d'heures de délégation, celui qu'il aura en tant que membre du CSE. Voilà, eh bien, je vais maintenant laisser la parole à Marianne Degnaud qui va vous expliquer en détail les occupations qui sont permises dans le cadre du crédit d'heure. Merci. Alors, concernant les occupations permises dans le cadre du crédit d'heure, je commencerai par vous rappeler un principe commun à tous les CSE, quel que soit le seuil d'effectif. Le crédit d'heure doit permettre aux représentants du personnel d'exercer leur mandat d'élu au CSE ou de RS au CSE et rien d'autre. Donc, lorsque se pose la question du bon usage du crédit d'heure, il faut absolument en revenir à cette règle de base. Cette règle implique notamment de bien connaître le rôle du CSE. Concernant le CSE d'une entreprise de moins de 50 salariés, pour vous rappeler brièvement ses missions, il porte les réclamations individuelles et collectives. Il peut saisir l'inspecteur du travail de plaintes et observations sur l'application du droit du travail. Il peut saisir l'employeur en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles. Il peut être consulté dans certains domaines spécifiques, assez rares. Il contribue à la protection de la santé des salariés. Il peut mener des enquêtes en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Et il peut aussi enclencher le droit d'alerte auprès de l'employeur en cas de danger grave et imminent. Donc tout ce qui est en relation avec ces missions d'un CSE de moins de 50 peut être préparé sur les heures de délégation. C'est ce que l'on appelle un usage conforme. Toutefois, sont spécifiquement payés comme du temps de travail effectif et donc non imputés sur les heures de délégation, la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, ainsi que les enquêtes qui sont menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Concernant les réunions, ici nous sommes dans le même mode de fonctionnement que les délégués du personnel, donc réunion une fois par mois, réunion à la demande des élus en cas d'urgence et réception par l'employeur à la demande des élus. Pendant les réunions avec l'employeur, les élus sont rémunérés. Ce temps n'est pas décompté donc sur le crédit d'heure. Cela ne concerne pas les réunions préparatoires sans l'employeur. Prendre du temps pour préparer les questions qui seront abordées pendant les réunions avec l'employeur est un usage tout à fait conforme des heures de délégation. En matière de formation, vous avez une formation en santé, sécurité et conditions de travail qui dure 3 jours dans les moins de 300 et 5 jours dans les 300 et plus. Cette formation est payée comme temps de travail, donc elle n'est pas prise sur les heures de délégation. Il en va de même de la formation économique, sociale et syndicale qui est de 12 jours par an. C'est aussi du temps de travail, donc ce n'est pas pris sur les heures de délégation. Concernant le CSE d'une entreprise de 50 salariés et plus,
Au niveau des missions, le CSE reprend globalement les missions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT. Donc on est bien plus dans un rôle CE-CHSCT. Il exerce aussi les mêmes missions que celles du CSE de moins de 50 salariés, c'est-à-dire les anciennes missions des DP. Alors, parmi les missions exercées, il y a assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions. Le CSE est aussi informé et consulté sur les décisions de l'employeur qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Comme c'était le cas pour le CE, il y a 3 grandes consultations, donc la politique sociale, la situation économique et les orientations stratégiques. Et bien sûr, il y a des consultations ponctuelles sur tout ce qui peut avoir un impact sur les effectifs, sur l'organisation juridique, les conditions de travail, etc. Le CSE analyse aussi les risques professionnels. Il fait des inspections régulières en matière de santé et de sécurité et il procède à des enquêtes dès lors qu'il y a accident de travail ou maladie professionnelle. Là encore, tout ce qui est en relation avec ces missions peut être préparé sur les heures de délégation. C'est un usage conforme. Comme pour le CSE d'une entreprise de moins de 50 salariés, sont payés comme du temps de travail effectif et donc non imputés sur les heures de délégation, la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, et les enquêtes menées après un accident du travail grave. Concernant les réunions, dans les entreprises de moins de 300 salariés, on se réunit tous les 2 mois. Dans celles de 300 et plus, c'est réunion tous les mois. Et une seconde réunion peut être tenue entre 2 réunions normales à la demande de la majorité des membres du CSE. C'est ce qu'on appelait les réunions exceptionnelles pour le comité d'entreprise. Bien sûr, l'employeur peut aussi convoquer des réunions extraordinaires. Enfin, au moins 4 réunions par an doivent aborder aussi les missions santé, sécurité et conditions de travail. Là encore, pendant les réunions avec l'employeur, les élus sont rémunérés. Donc ce temps de réunion avec l'employeur n'est pas décompté sur le crédit d'heure. Et là non plus, cela ne concerne pas les réunions préparatoires sans l'employeur. Les représentants du personnel peuvent bien entendu utiliser leurs heures de délégation pour préparer les questions qui seront abordées lors des réunions. Concernant les commissions du CSE d'une entreprise de 50 salariés et plus, le temps de préparation de ces commissions peut être imputé sur les heures de délégation des élus. Concernant le temps passé avec l'employeur en réunion de commission, il faut distinguer entre la commission santé, sécurité et conditions de travail, CSSCT, pour laquelle le temps passé en commission est d'office rémunéré comme du temps de travail et n'est pas imputé sur les heures de délégation. C'est parce que c'est une mission en termes de santé. Pour les autres commissions, donc il y a la commission par exemple formation, logement, la commission égalité, etc. Cela va dépendre du nombre de salariés de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le temps passé en commission s'impute sur les heures de délégation. Pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, le temps de réunion des commissions est rémunéré dans la limite d'une durée annuelle et globale de 30 heures. Et dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, le temps de réunion en commission est rémunéré dans la limite d'une durée annuelle et globale de 60 heures. Cette durée est globale pour toutes les commissions, sauf bien sûr la CSSCT, comme je viens de vous l'indiquer. Concernant les formations des membres du CSE, donc comme pour le CSE d'une entreprise de moins de 50 salariés, sont payées comme du temps de travail les formations en santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que la formation économique, sociale et syndicale. De plus, la formation économique, qui est prévue spécifiquement pour les titulaires élus pour la première fois, est payée comme du temps de travail. Donc ces formations ne s'imputent pas sur le crédit d'heure des élus. Pour le RS au CSE, je rappelle simplement, chaque organisation syndicale représentative aux élections peut désigner un RS au CSE. La nouveauté ici par rapport au CSE, c'est que la désignation d'un RS au CSE concerne tous les CSE, y compris ceux de moins de 50 salariés, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on avait une distinction CEDP, donc comité d'entreprise délégué du personnel. Alors, concernant les heures de délégation des RS au CSE, il faut aussi distinguer selon le nombre de salariés de l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, le RS au CSE a 20 heures de délégation.
Il doit les utiliser en s'alignant sur les compétences du CSE et sur son rôle très particulier dans cette instance. Dans les autres entreprises, le RS au CSE n'a pas d'heure de délégation spécifique. Toutefois, il convient de noter que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le RS au CSE est de plein droit le délégué syndical. Donc dans ce cas, s'il cumule le mandat de délégué syndical et de RS au CSE, il utilise ses heures de délégation de DS pour les deux mandats. Alors, quelques dispositions communes au CSE de moins de 50 et de 50 et plus. Alors là, c'est un résumé rapide de règles qui sont identiques à celles que vous connaissiez pour le comité d'entreprise. Ces règles sont issues de la jurisprudence de la Cour de cassation, donc à notre avis, elles devraient être maintenues à l'identique pour le CSE. Concernant les temps de trajet et les déplacements pour exercer le mandat, le temps de déplacement pour se rendre aux réunions qui sont organisées par l'employeur, c'est-à-dire les réunions convoquées par l'employeur, réunions ordinaires et extraordinaires, le temps de déplacement pendant le temps de travail pour aller à ces réunions organisées par l'employeur est payé comme du temps de travail effectif. Il n'y a donc pas d'imputation sur le crédit d'heure. Le temps de déplacement qui serait en dehors du temps de travail pour aller à la réunion organisée par l'employeur, dans ce cas, seule la durée de dépassement du temps de trajet habituel domicile-travail est rémunérée comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet habituel n'est pas rémunéré. Par exemple, si vous mettez 30 minutes pour aller tous les jours travailler et que finalement la réunion n'est pas au même endroit et que vous mettez 45 minutes, il y aura 15 minutes excédentaires par rapport à un temps de trajet habituel et ce sera donc rémunéré. Les hypothèses sont très différentes lorsqu'il s'agit de temps de déplacement pour exercer le mandat en dehors des réunions qui sont organisées par l'employeur. Si vous avez un temps de déplacement pour aller exercer vos missions pendant le temps de travail, à ce moment-là, vous devez imputer ce temps de trajet sur vos heures de délégation. Si vous avez un temps de déplacement pour exercer vos missions en dehors des réunions organisées par l'employeur et que ce temps de déplacement est en dehors du temps de travail, à ce moment-là, par une sorte de parallélisme des formes, on peut se dire qu'on peut imputer sur les heures de délégation le temps excédentaire par rapport à votre trajet habituel. Alors, quelles sont les conséquences d'un mauvais usage des heures de délégation? Alors, les heures déjà ne sont pas rémunérées et si elles l'ont déjà été, le salarié les remboursera. Seconde hypothèse, l'employeur peut aussi prendre des sanctions disciplinaires comme un avertissement ou une mise à pied disciplinaire, voire un licenciement. Alors là, les licenciements dans ce cas-là, c'est dans les cas un petit peu outrés. Donc on a de la jurisprudence parce que le délégué du personnel a été par exemple licencié parce qu'il utilisait ses heures de délégation pour aller à son club de sport. Ou un membre du CE a été licencié parce qu'il avait passé une journée à la chasse sur ses heures de délégation. Donc c'est quand même des cas très outrés. Au niveau pénal, le représentant du personnel peut être condamné pour escroquerie. Bon là aussi, hein, c'est un cas très outré. On avait un RP qui établissait des bons de délégation fallacieux. Donc comme ça, il obtenait le paiement d'heures de délégation et en fait, il allait exercer des missions syndicales dans une autre entreprise. Donc vous voyez, ce sont des cas très particuliers quand même. Hein. Le représentant du personnel qui utilise mal ses heures de délégation n'est pas couvert en cas d'accident par la législation des accidents de travail. Et enfin, évidemment, ce genre de choses peut se payer aux élections en termes de rature, hein, bien sûr, parce que ça ne donne pas une très bonne image des représentants du personnel. Alors, quand utiliser le crédit d'heure? Là aussi, les règles sont issues de la jurisprudence, donc elles ne devraient probablement pas évoluer avec le CSE. Alors, déjà, faut-il utiliser le crédit d'heure pendant son temps de travail ou hors temps de travail? Il faut en revenir au principe pour comprendre bien la règle et la jurisprudence. Les heures de délégation doivent permettre aux représentants du personnel d'exercer leur mission de représentation du personnel. Donc, ils doivent pouvoir les utiliser quand elles sont utiles à leur mandat, que ce soit pendant ou en dehors de leur temps de travail. Toutefois, il faut quand même respecter les règles qui ont été fixées par la jurisprudence, à savoir, en principe, le représentant du personnel est censé prendre ses heures de délégation sur son horaire normal de travail, et si il en fait usage en dehors de son temps de travail, cela doit être justifié par le mandat.
Et à ce moment-là, si l'employeur estime que l'usage hors temps de travail n'est pas justifié, il pourrait éventuellement contester cet usage. Et à ce moment-là, le salarié devrait prouver la nécessité qu'il avait d'accomplir son mandat en dehors de son horaire normal de travail. Alors, l'exemple typique, c'est le salarié qui travaille de nuit et qui est représentant du personnel. Évidemment, les réunions se tenant de jour, et puis donc son mandat va s'exercer plutôt de jour. Concernant la période de congés payés, sachez que les congés payés ne suspendent pas le mandat représentatif. Toutefois, le salarié, s'il peut effectivement exercer son mandat pendant son congé, il ne peut pas revendiquer le paiement des heures de délégation qu'il a prises pendant ses congés. D'abord parce qu'il a reçu une indemnité de congé payé. Par contre, il peut récupérer les périodes de repos dont il n'aurait pas bénéficié. Voilà. Alors, concernant les heures de délégation pendant un arrêt de travail, c'est aussi tout à fait jurisprudentiel. La maladie suspend le contrat de travail, mais pas le mandat représentatif. Donc l'employeur doit convoquer les représentants du personnel aux réunions, y compris ceux qui sont en arrêt maladie. Donc en théorie, finalement, le représentant du personnel peut continuer à exercer son mandat pendant son arrêt de travail, mais en fait, la réalité des choses veut que la Cour de cassation a précisé que le paiement par l'employeur des heures de délégation pendant un arrêt de travail est subordonné à l'autorisation préalable par le médecin traitant de l'exercice de l'activité de représentation du personnel. Donc en pratique, le salarié qui est malade, en arrêt maladie et qui demande le paiement d'heures de délégation doit pouvoir justifier d'une autorisation médicale de son médecin traitant. Pour ce qui concerne les autres périodes de suspension du contrat de travail, le chômage partiel, qui s'appelle désormais l'activité partielle, suspend le contrat de travail mais pas le mandat. Donc on peut très bien exercer son mandat et prendre des heures de délégation. Et c'est tout à fait la même chose en cas de grève ou de mise à pied disciplinaire ou conservatoire. Je passe la parole à Karine pour ce qui concerne les justifications à apporter auprès de l'employeur. Alors, est-ce que l'élu a une marche à suivre auprès de l'employeur lorsqu'il souhaite utiliser ses heures de délégation? Le principe est que les élus sont libres d'utiliser à tout moment leurs heures de délégation sans autorisation préalable. Voilà. Il est clair que le contraire n'aurait pas tellement de sens. Maintenant, évidemment, la réalité de l'entreprise rend parfois les choses un peu différentes. Voilà. Il est clair qu'un employé de bureau va pouvoir plus facilement utiliser ses heures de délégation à sa guise qu'une personne qui est réceptionniste, vendeuse ou qui travaille sur une chaîne de montage. Donc, on comprend bien que pour la bonne marche de l'entreprise, eh bien, l'employeur va devoir parfois être prévenu à l'avance. Voilà. Ça dépendra finalement du poste occupé et de la nature du travail. Il faut tout de même que le délai dans lequel le salarié prévient l'employeur soit un délai qui reste court. Et évidemment, l'employeur n'a absolument pas le droit de demander à l'élu le lieu et l'objet de son départ. Voilà, ça ne le regarde absolument pas. Alors, je rappelle tout de même concernant la procédure d'information qu'il en existe une spécifique pour les heures qui sont reportées d'un mois sur l'autre ou qui sont mutualisées entre des élus. Voilà. Dans ce contexte bien précis, on a un délai, on a une obligation d'information puisque les textes nous disent qu'il faut informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la prise de ses heures. Alors, comment l'employeur est-il informé? Hein? Bien là, ça dépend des entreprises, pardon, puisque l'élu peut prévenir oralement son supérieur, il peut lui faire un mail, il peut aussi remplir un bon de délégation. Voilà. Et là, ce bon, il faut savoir que ça doit être un simple formulaire avec le nom, le mandat, la date et l'heure du départ, ainsi que l'heure du retour. Voilà. Ça ne signifie absolument pas que l'élu a besoin de l'accord préalable de son chef de service pour s'absenter. Voilà. Alors attention sur les bons de délégation, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas être instaurés par l'employeur sans concertation préalable avec le CSE. Voilà, donc là finalement on passe assez souvent par un accord d'entreprise.
Alors, est-ce que l'employeur peut refuser de se servir d'un bon de délégation lorsque il existe dans l'entreprise? Eh bien, je vous répondrai que si le système a été régulièrement mis en place, s'il n'est absolument pas abusif, eh bien non. L'élu ne peut pas refuser. Et dans ce cas-là, eh bien, s'il le fait, ça veut dire que l'employeur, lui, aura toute latitude pour prendre une sanction disciplinaire dans ce contexte. Voilà. Alors, est-ce que l'employeur maintenant peut contester l'usage des heures de délégation? On dit que voilà, cet usage est libre. Est-ce que lui peut le remettre en cause? Alors oui, il peut le remettre en cause, mais cela ne lui permet pas pour autant de refuser de payer les heures en question à l'échéance normale. Voilà. Le seul cas de figure dans lequel l'employeur peut faire blocage sur le payant, c'est lorsqu'on est dans le cadre d'un dépassement exceptionnel des heures de délégation, pas dans le cadre d'un usage normal. Alors en pratique, comment l'employeur va procéder? Il va devoir procéder par étapes. Première étape, je le rappelle, il doit payer les heures de délégation. Deuxième étape, il demande à l'élu des explications. Et troisième étape, qui n'est utilisée que si finalement l'employeur n'est pas satisfait par les explications du salarié, eh bien il peut saisir le juge prud'homal pour demander le remboursement des heures qu'il estime injustifiées. Mais il faut quand même savoir qu'il va devoir prouver en quoi l'élu n'a pas respecté l'objet de son mandat. Voilà, donc ce n'est pas forcément une preuve facile à apporter. Alors, je laisse maintenant Marianne terminer notre exposé par un point qui, effectivement, peut parfois être assez sensible et qui concerne le paiement des heures de délégation par l'employeur, voilà, en dehors du cas que j'ai exposé et qui concerne la contestation de leur utilisation. Alors, concernant le paiement des heures de délégation, donc petit préambule, il y existe un principe jurisprudentiel selon lequel un représentant du personnel ne doit subir aucune perte de salaire pour avoir exercé ses fonctions. C'est un arrêt très important de 2010. Donc voilà, c'est ça le principe. Donc les heures de délégation sont rémunérées comme du temps de travail. Ceci étant dit, il y a une présomption de bonne utilisation pour les heures de délégation qui sont comprises dans le crédit d'heures. La présomption de bonne utilisation fait que l'employeur doit payer les heures de délégation prises dans la limite du crédit d'heures, donc même s'il a un doute. Ensuite, effectivement, s'il a un doute, il peut demander au représentant du personnel des informations. Et puis, s'il n'est pas convaincu, à ce moment-là, il peut agir en justice devant le conseil de prud'homme. Et effectivement, s'il arrive à prouver une utilisation non conforme, il pourra obtenir le remboursement des heures indûment payées. Donc, cette présomption de bonne utilisation, si elle n'est pas respectée par l'employeur, aurait des conséquences néfastes, n'est-ce pas? Puisque le non-paiement des heures de délégation par l'employeur est constitutif d'un trouble manifestement illicite. Donc finalement, le salarié pourrait obtenir leur paiement par la voie du référé prud'homal. Le non-paiement est aussi constitutif du délit d'entrave et peut donner droit à des dommages et intérêts. Et enfin, dans le pire des cas, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail au tort de l'employeur. Et dans ce cas-là, la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant le paiement des heures de délégation qui sont prises en dépassement du crédit d'heures, à ce moment-là, il n'y a pas de présomption de bonne utilisation. Donc, l'employeur qui conteste l'utilisation des heures de délégation prises au-delà du crédit d'heures pourrait ne pas les payer à l'échéance normale. Il peut demander d'abord aux représentants du personnel d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles et de la conformité de l'utilisation des heures de délégation avec la mission. Et dans ce cas, le salarié doit justifier de la nécessité et donc des circonstances exceptionnelles et de la bonne utilisation de ces heures avant de pouvoir en demander le paiement. En cas de litige, tout cela se tranche devant le conseil de prud'homme. Concernant le paiement des heures de délégation, quels sont les éléments de salaire à prendre en compte? Alors ici, il faut savoir que ce sont des règles qui sont exclusivement jurisprudentielles. L'idée générale est que tous les éléments de rémunération qui ont un caractère de salaire doivent être maintenus. Il ne faut pas que le représentant du personnel
perdent de l'argent parce qu'ils exercent une mission de représentant du personnel. Donc en fait, on prend tout en compte. Le salaire de base, les avantages en nature, les heures supplémentaires, les primes, les éléments qui correspondent à des suggestions particulières. Par exemple, une prime de brossage, tout ça c'est de la jurisprudence. Hein. Une prime de nuit, une prime d'assiduité, une prime d'outillage, des majorations horaires liées au travail le week-end, une prime de panier, des choses comme ça. En revanche, les sommes qui sont versées au titre de remboursement de frais professionnels sont exclues du décompte lors du paiement des heures de délégation, dès lors que le salarié n'a pas supporté les frais en cause pendant ces heures de délégation. Donc là, on a aussi beaucoup de jurisprudence quand même. Hein. Il y a eu des cas où des salariés cherchaient à obtenir des indemnités conventionnelles de grands et petits déplacements pendant qu'ils exerçaient leur mandat. Bon, là, par exemple, ils n'ont pas obtenu gain de cause puisque ces indemnités conventionnelles étaient destinées à compenser des frais supplémentaires qui étaient entraînés par le déplacement des ouvriers qui allaient sur un chantier. Donc on a considéré que n'allant pas sur le chantier, ils n'avaient pas droit à ces remboursements de frais qu'ils n'avaient pas exposés. Alors, les heures de délégation sont parfois donc accomplies en dehors du temps normal de travail. Dans ce cas, elles peuvent générer des heures supplémentaires qui ouvrent droit, comme les heures supplémentaires, à majoration de salaire et à repos compensateur. Sur le bulletin de paye, alors il y a un principe de transparence du créditeur. C'est-à-dire que le bulletin de paye ne doit comporter aucune mention révélant l'activité de représentation des salariés concernés. Donc le paiement des heures de délégation est soit confondu avec le salaire de base, si les heures de délégation sont prises pendant l'horaire normal du travail, soit en tant qu'heures supplémentaires ou complémentaires si elles ont été prises en plus de l'horaire normal de travail. Une fiche annexe au bulletin de paye qui comporte la nature et le montant de la rémunération correspondant aux heures de délégation doit être établie et remise au salarié pour lui permettre de suivre qu'il a bien été rémunéré pour ses heures de délégation. En cas de paye informatisée qui conduisent parfois les entreprises à transcrire les mentions du bulletin de paye sous forme d'une codification chiffrée, à ce moment-là, l'administration considère par tolérance que l'on peut utiliser ce chiffrement directement sur le bulletin de paye, dès lors que la codification chiffrée est propre à l'entreprise et connue d'elle seule et du salarié. En fait, l'idée, c'est que quelqu'un d'autre qu'une personne de l'entreprise ne puisse absolument pas déceler l'exercice d'un mandat de représentation du personnel. Alors, pour terminer, il existe une garantie d'évolution de la rémunération pour certains représentants du personnel. Lorsque leurs heures de délégation sur l'année dépassent 30% de la durée de travail qui est fixée dans leur contrat de travail ou à défaut de la durée applicable dans l'établissement, le Code du travail prévoit un mécanisme qui garantit une évolution de rémunération qui doit être au moins égale sur l'ensemble de la durée du mandat aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés qui relèvent de la même catégorie professionnelle que le salarié représentant du personnel et dont l'ancienneté est comparable. À défaut de salariés comparables, l'évolution de la rémunération est au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. La garantie d'évolution du salaire concerne les salariés protégés qui exercent leur mandat dans l'entreprise. Je vous remercie de votre attention et nous allons désormais passer aux questions. Alors, je vais répondre à une première question. On me dit, un délégué syndical qui est également titulaire du CSE, combien a-t-il d'heures de délégation? Y a-t-il cumul d'heures? Alors, je dirais que cette personne a donc une double casquette. Donc, cette double casquette lui donne droit à des heures à la fois en tant que DS, en tant que membre du CSE. Donc oui, il y a cumul d'heures avec un bémol, c'est que un délégué syndical n'a un crédit d'heures de délégation spécifique pour cette mission que dans les entreprises qui emploient à partir de 50 salariés.
Donc ça veut dire que dans une structure inférieure à 50 salariés, eh bien l'EDS, il bénéficiera pour accomplir sa double mission uniquement de ses heures de délégation en tant que membre titulaire du CSE, si je me réfère à la question qui vient d'être posée. Voilà, on me disait combien d'heures de délégation? Ben, je rappelle que l'EDS a 12 heures dans les entreprises qui emploient de 50 à 150 salariés, 18 heures jusqu'à 499 salariés et 24 heures au-delà de 500 salariés. Voilà. Marianne répond à une autre question. Vous nous avez posé la question, est-ce que le nombre d'heures peut être négocié dans l'accord de mise en place du CSE au lieu de le négocier dans le protocole d'accord préélectoral? Alors en fait, si vous augmentez le nombre d'heures de délégation, vous pouvez effectivement le mettre dans l'accord de mise en place du CSE. Par contre, si c'est moins favorable, c'est dans le PAP. Alors en revanche, petit conseil comme ça, vu les textes, à titre personnel, je recommanderais quand même d'aborder le nombre d'heures de délégation et le nombre d'élus dans le protocole d'accord préélectoral. C'est plus conforme au texte, même si ce n'est pas inenvisageable de passer par l'accord de mise en place du CSE. Ce qu'il faut surtout se souvenir sur ce point de vue-là, c'est que le nombre d'élus est quelque chose d'extrêmement important et c'est pour ça que c'est prévu dans le protocole d'accord préélectoral. Parce que, en fonction du nombre d'élus que l'on prévoit aux élections, ça peut changer beaucoup les résultats, puisque vous avez certains syndicats qui auront plus ou moins de candidats et d'autres qui ne trouveront pas suffisamment de candidats. Donc, le nombre d'élus, c'est toujours dans le PAP. Et maintenant, les textes disent que le nombre d'élus et le nombre d'heures sont liés. Donc, c'est pour ça que je vous recommande quand même de passer par le PAP. Alors, une autre question, à combien d'élus peut-on descendre en gardant le global légal d'heures de délégation? Bien, en réalité, le code du travail ne dit rien sur cette question, ou plus précisément, il ne fixe pas de nombre minimal d'élus. Donc moi, je dirais, ben, finalement, si le contexte s'y prête, hein, parce que c'est toujours une affaire de négociation et donc de contexte dans l'entreprise, eh bien, on peut imaginer se retrouver avec un seul élu qui aurait entre ses mains toutes les heures de délégation. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se négocie, qui se réfléchit par rapport à votre entreprise, puisque, je le redis, on est vraiment maintenant dans un immense champ des possibles. Et donc, ce qu'on conseille quand même aux entreprises qui sont toujours pas passées en mode CSE, c'est d'avoir vraiment de faire comme un audit en réalité sur la manière dont fonctionnaient leurs instances représentatives du personnel jusqu'à présent, peut-être justement quand on parle ici du nombre d'élus, sur les éventuelles difficultés à avoir des listes complètes aux élections. Donc tout ça, voilà, tout ça c'est une réflexion globale, un audit qui se mène en amont de la mise en place du CSE, en amont même des élections, pour ensuite pouvoir vraiment essayer de tirer profit au maximum de cette réforme et de la possibilité qu'elle offre de négocier dans un certain nombre de domaines. Je dirais quand même à ce sujet, pour ceux d'entre vous qui ont déjà opéré la bascule et qui n'ont finalement peut-être presque rien négocié, qui sont uniquement ici soumis aux règles supplétives qui existent dans le Code du travail, il faut savoir que rien n'est perdu. C'est-à-dire que avant les prochaines élections qui auront lieu dans quelques années, vous pouvez tout à fait mener une réflexion pour pouvoir créer un CSE deuxième version. Voilà, donc il n'est jamais trop tard en réalité. Il faut vraiment essayer d'avoir une réflexion assez poussée sur la façon dont cela fonctionnait jusqu'à présent dans votre entreprise et sur la façon dont vous aimeriez que cela fonctionne à l'avenir. Et c'est vraiment une réflexion à mener, je pense, en bonne intelligence avec les élus, voilà, pour que tout le monde y trouve d'une certaine façon son compte. Alors, je passe la parole à Marianne pour une autre question. Alors, vous nous demandez si la mise à pied disciplinaire d'un élu lui permet d'utiliser ses heures de délégation. Oui, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les périodes de suspension du contrat de travail, telles qu'une mise à pied, ne suspendent pas les fonctions représentatives.
Donc on a plusieurs arrêts là. Par exemple, on en a un de 2004 qui est du 2 mars 2004. Donc il y a le numéro de pourvoi 02-16 554. Donc le salarié qui est mis à pied peut utiliser ses heures de délégation et en recevoir le paiement. Alors concernant la formation aussi des élus et des élus qui sont élus pour la première fois, donc là vous posiez la question finalement des frais de formation. Alors en fait c'est l'article L 2315-63 et L 2315-16. Les frais de formation sont à la charge du CSE. Hein, donc voilà. Mais le temps de formation est payé comme du temps de travail, hein. Mais les frais de formation sont à la charge du CSE. Juste pour signaler à ce moment-là, puisqu'on parle de formation, la formation en santé, sécurité et conditions de travail est payée comme du temps de travail et elle concerne les titulaires et les suppléants. Et à ce moment-là, par contre, les frais de formation sont à la charge de l'employeur. Et sur la formation économique, sociale et syndicale, qui est pour tous les salariés, à ce moment-là, donc le temps de formation n'est pas pris sur les heures de délégation, il est rémunéré. Mais sur cette formation-là, les frais de formation ne sont pas prévus par le Code du travail, donc on ne sait pas trop. Donc, recommandation, voir cela par accord, puisque désormais avec le CSE, on peut négocier beaucoup de choses. Alors, on nous pose une autre question concernant l'annualisation des heures. Quelle période de 12 mois prend-on du 1er janvier au 31 décembre à partir de l'élection ou autre? Alors là aussi, je dirais que le Code du travail ne nous aide pas beaucoup puisqu'il ne nous dit rien. Voilà. Donc ça, je pense que ça fait partie un peu des questions pratiques qui peuvent justement être réfléchies et peut-être évoquées dans un accord. Donc là, on peut imaginer effectivement plusieurs cas de figure. C'est pour ça que je pense que c'est important que ce soit acté à un moment donné pour que tous les intervenants, c'est-à-dire à la fois l'employeur, à la fois les élus, soient au courant de la règle qui va s'appliquer dans l'entreprise. On peut tout à fait imaginer d'ailleurs, comme le disait la personne, que ça se passe à partir de l'élection. Voilà. Ou une autre solution, ça pourrait par exemple être de dire, ben voilà, ça s'applique de manière un petit peu individuelle en fonction de chaque élu. Donc pourquoi pas imaginer dire, eh bien, l'élu X, on va calculer cette période de 12 mois à partir du premier mois où justement il ne va pas utiliser toutes ces heures, où il aura un reliquat qu'il pourra utiliser le mois suivant ou le mois d'après. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire dans cette idée, mais voilà, là, la chose importante à retenir, c'est que finalement, on nous pose une règle, on ne nous dit pas tellement comment la mettre en pratique. Donc, je pense que c'est une réflexion à mener de concert et surtout, que la règle qui va être instauré dans l'entreprise soit connu de tous pour que voilà, pour éviter tout simplement les malentendus. Alors Marianne, à toi. Comme l'employeur n'a pas de droit de regard sur l'utilisation des heures de délégation, comment peut-on licencier un élu pour mauvaise utilisation des heures de délégation? En fait, on ne peut pas dire que l'employeur n'ait pas de droit de regard finalement, hein. Il a toujours le droit d'être curieux. Donc, il peut poser des questions à l'élu et l'élu doit lui répondre. Et si un élu n'est pas du tout capable de justifier de l'usage de ses heures de délégation, à ce moment-là, tout ça va se résoudre, soit à l'amiable, pourquoi pas, mais ça peut aussi se résoudre devant le tribunal. Mais si l'élu va planter des choux sur ses heures de délégation et que l'employeur s'en doute ou que ça s'est su, comme ça a été le cas dans pas mal de cas, eh bien à ce moment-là, il a le droit d'être curieux. Voilà. Donc, il n'a pas un droit de regard a priori, mais il peut être curieux et il peut demander aux salariés de justifier. Alors, par ailleurs, il y a une autre question. Peut-on prévoir dans le règlement intérieur du CSE que les heures de réunion soient déduites des heures de délégation? Alors là, c'est une question un petit peu particulière parce que, alors je ne sais pas ce que Karine en pense, mais les réunions, ça peut être très, très, très long. Donc, je ne vois pas trop
Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, parce que les heures de délégation seraient rapidement mangées par les heures de réunion du CSE. Donc, à mon avis, et Karine, pareil, non, c'est vraiment pas recommandé du tout. Je voulais juste rebondir sur la question précédente à laquelle Marianne a répondu. Alors, c'est peut-être une évidence pour vous tous, mais enfin, c'est toujours bien de le redire. Si on veut licencier un élu, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un mécanisme à respecter. Voilà, et notamment, bien sûr, la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail. Donc, c'est pas, j'ai envie de dire que c'est pas un mécanisme forcément léger. Voilà, donc il faut faire attention, mais effectivement, comme disait Marianne à juste titre, on a toujours tout à fait le droit d'être curieux lorsqu'il s'agit des heures de délégation. Voilà, alors on nous posait une autre question. Est-ce qu'on peut inscrire dans un accord les modalités d'utilisation des heures de délégation? Oui, j'ai envie de répondre oui, dans le sens où justement le concept du bon de délégation qui justement concerne un peu l'utilisation des heures de délégation doit avoir été prévu par un accord discuté entre les élus et l'employeur. Maintenant, attention, parce qu'il y avait aussi l'idée de la justification dans la question. Attention, attention. Bien sûr, on a le droit d'être curieux, mais on n'a pas à systématiquement demander à un salarié de se justifier de ce qu'il fait pendant de ses heures de délégation. Donc, je ne pense pas que ça trouve réellement sa place dans un accord. Voilà, parce que pour moi, on est plutôt ici dans une question de contexte spécifique, c'est-à-dire où on a le sentiment qu'un salarié abuse un petit peu d'une certaine façon, parce que sinon, dans un contexte normal où le salarié, lorsqu'il utilise ses heures de délégation, c'est réellement pour faire quelque chose qui a un rapport avec son mandat, l'employeur n'aura jamais vraiment à mettre son nez là-dedans. Et donc voilà, je suis un petit peu gênée par le terme de justification qui pourrait figurer dans un accord, parce qu'il faut quand même faire attention à cette notion de liberté d'usage de leurs heures de délégation par les élus. Il ne faut jamais oublier que on peut être curieux, mais si on l'est beaucoup trop, il y a aussi le délit d'entrave en face qui peut vous tomber sur le coin du nez. Voilà, donc c'est tout ça, c'est vraiment une affaire de juste équilibre. Voilà, et je pense que quand on est employeur ou responsable RH, si on a le sentiment qu'il n'y a pas de loup, si je puis dire, bon, on n'a pas tellement à aller s'intéresser de particulièrement près à ce que l'élu fait pendant ses heures de délégation. Voilà, j'ai envie de dire, c'est vraiment quand on est dans une situation où on a l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit. Euh, voilà. Alors, je passe la parole à Marianne. Il y a une question. Un employeur peut-il décider seul d'inviter les suppléants aux réunions? Alors, donc, on est bien d'accord, la règle, désormais, contrairement à ce qui se passait pour le CE, donc c'est les titulaires vont en réunion, les suppléants vont en réunion seulement lorsqu'ils remplacent un titulaire. Si vous voulez faire venir les suppléants en réunion, eh bien, il faut passer par un accord, pas par une décision unilatérale. Tout simplement parce que ce serait, à mon avis, tout à fait dangereux, parce que la règle, c'est pas les suppléants en réunion, hein. Donc voilà, donc passez plutôt par un accord sur ce genre de choses. Oui, on en revient beaucoup à ce terme d'accord. Alors, faut pas vous sentir, enfin, c'est pas qu'on répond pas à vos questions. Au contraire, c'est simplement vraiment, ça souligne le fait que on est dans un contexte d'accord très très fort. Voilà. Donc, on vous le redit encore une fois, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit dans le cadre de cette réforme. Voilà, de bien vous dire en permanence que beaucoup, beaucoup de choses peuvent être négociées, peuvent être décidées de manière individualisée dans le cadre d'un accord. Donc, faut vraiment pas hésiter à en profiter. Voilà, si on avait justement le sentiment que dans l'entreprise, voilà, il y avait peut-être certains dysfonctionnements qui peuvent être résolus justement dans le cadre d'un accord.
Alors, attendez, je vois une autre question avant de passer la parole à Marianne. Certains élus peuvent-ils avoir plus d'heures que d'autres par accord? Exemple, le secrétaire du CSE. Alors là, je dirais que c'est assez délicat quand même d'imaginer qu'il y ait plus d'heures. Voilà, moi je pense qu'il vaut mieux plutôt utiliser le système de mutualisation des ordres de délégation, c'est-à-dire que dans un contexte particulier, si le secrétaire du CSE va avoir effectivement plus de travail à fournir, par exemple quand il est en train de travailler sur le procès verbal, d'une réunion, eh bien, on peut tout à fait imaginer que les élus qui à ce moment-là, les autres élus qui à ce moment-là n'ont peut-être pas tellement de choses à faire dans le cadre de leurs ordres de délégation, puissent lui donner, si je puis dire, quelques-unes de leurs heures. Voilà. Mais ça me gêne quand même d'imaginer dans un accord qu'il puisse y avoir un déséquilibre entre les élus. Voilà. Maintenant, voilà, je vous dis ça me gêne, mais j'ai pas de réponse légale ou jurisprudentielle à vous apporter sur cette question. Alors, autre question, quelqu'un évoque les représentants de proximité. Voilà, puisqu'effectivement, j'y ai fait rapidement allusion. On me demande si ça signifie qu'ils n'ont aucune heure de délégation qui leur soit propre. Oui. Alors, en fait, ces représentants de proximité, donc, ils n'existaient pas avant la réforme. Voilà. Il faut savoir que leur mise en place est complètement facultative. En réalité, elle se fait dans le cadre elle se fait souvent dans le cadre d'accords d'entreprise qui en fait vont avoir des établissements distincts, plusieurs établissements distincts, et qui du coup vont négocier un accord d'entreprise avant la mise en place du CSE qui établit le nombre et le périmètre des établissements distincts dans l'entreprise. Et lorsqu'on est dans ce contexte-là un petit peu particulier, on peut peut-être effectivement estimer que dans certaines unités, eh bien, il soit préférable d'avoir une personne de proximité plutôt qu'un CSE. Et donc, on pourrait choisir effectivement dans ce contexte-là de mettre en place des représentants de proximité. Ça m'amène à la question de leurs heures de délégation. Les textes n'évoquent rien. Donc, il y a deux manières pour eux d'avoir des heures de délégation. La première, c'est s'ils sont élus CSE plus représentants de proximité, ben, ils disposent à minima des moyens qu'ils ont en tant que membres du comité. Et puis la deuxième option, ben, c'est l'accord, hein, puisqu'il faut savoir que l'accord qui va mettre en place ces représentants de proximité, ben, il a quand même tout intérêt à leur allouer quelques moyens parce que sinon, ils auront un rôle assez minimaliste, voire inexistant. Et donc, c'est dans le cadre de cet accord qu'il faudra réfléchir à leur donner un certain nombre d'heures de délégation. Voilà. Alors, je passe la parole à Marianne. Oui, alors, quelqu'un nous dit, un élu pose des heures de délégation systématiquement les samedis en heures supplémentaires. Peut-on contester? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, normalement, l'élu utilise les heures quand c'est utile à son mandat. Néanmoins, la jurisprudence est venue dire que normalement, le représentant du personnel prend ses heures de délégation sur son horaire normal de travail. S'il prend ses heures de délégation hors temps de travail, il faut que ce soit justifié par le mandat. Donc vous, employeur, donc, hein, vous pouvez contester l'utilisation hors temps de travail. Il y a eu par exemple un arrêt du 11 juin 2008 qui portait le numéro de pourvoi 07-40-823 sur ce sujet-là. Et à ce moment-là, le salarié doit prouver la nécessité qu'il a eu d'accomplir son mandat en dehors de son horaire normal de travail. Et s'il ne peut pas le prouver, en fait, il devra rembourser les heures qui ont été payées, ou si elles n'ont pas encore été, parce qu'il était au-delà du crédit d'heure, à ce moment-là, il n'obtiendra pas le paiement. Voilà.
On va prendre une dernière question avant de terminer ce webinaire. On me dit pour les salariés au forfait jour, comment on pratique prendre 1 heure ou 2 heures seulement? Est-ce tout simplement possible? Je dirais que je ne sais pas vraiment si c'est possible. Enfin, comment dire? C'est vrai que c'est pas évident cette question parce que encore une fois, les textes évoquent uniquement l'idée de la demi-journée qui correspond à 4 heures. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, si une fois qu'on a pris un ensemble de demi-journées en déduisant à chaque fois 4 heures de mandat, eh bien, on se retrouve à la fin avec 1 heure ou 2 qui nous restent. C'est à ce moment-là qu'en fait, on a une réponse et qu'on nous dit, lorsque le reliquat d'heures qui reste est inférieur à 4 heures, eh bien, ça correspondra tout de même à une demi-journée. Voilà. Mais je sais, voilà, c'est tout ce qu'on peut. Donc, quelqu'un, ben, c'est simple. Si dans le mois, l'élu, à un moment donné, il prend 1 heure par-ci, 1 heure par-là, ben, en fait, c'est lui qui, au bout d'un moment, fait son cumul et qui dit, bon, voilà, voilà, maintenant, là, ça correspond à une demi-journée. Mais c'est vrai que c'est pas, voilà, pour ces salariés, la règle n'est pas forcément très évidente. Voilà, ben écoutez, merci de nous avoir écoutés. Voilà, on était content en tout cas que vous soyez là. Et, et puis voilà, alors sachez que demain, question concrète, demain vous recevrez les slides et vous recevrez aussi la vidéo, enfin la vidéo audio. Donc vous pourrez nous réécouter autant que vous le voulez en replay. Voilà, ben écoutez, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci.